table ronde en anglais. Ce sera la seule partie en anglais. C'est How can digital innovation in Africa help rethink the world's distribution of power? Donc en fait, la redistribution de l'énergie et non pas la redistribution des puissances. Hein. Ce n'est pas une table ronde sur les relations internationales. J'ai le plaisir d'introduire nos panélistes aujourd'hui. 5 panélistes. On va tout d'abord leur donner l'occasion de présenter leur travail et leur personne. Donc on va commencer peut-être immédiatement à ma gauche par Madame Raouia Lamar. Je m'appelle Raouia Lamar. Je suis CEO et cofondatrice de l'entreprise Go Energy Less. Peut-être je vais détailler sur l'activité de l'entreprise par la suite. Donc, Demba Diallo du cabinet Innotep, qui est un cabinet de conseil spécialisé sur les stratégies et les projets d'innovation en s'appuyant sur des ruptures technologiques dans le numérique, dans l'énergie, dans les clean tech. Hi, my name is Rick Dudley. I work at LO3 Energy, developing blockchain technology for use in the creation of transactive grids. Bonjour, je m'appelle Rachid Yazami, je suis essentiellement un chercheur universitaire. Je travaille à l'université de Singapour qui s'appelle Nanyang Technological University. Mon domaine de recherche est essentiellement sciences des matériaux pour l'énergie et en particulier les batteries au lithium sur lesquelles j'ai travaillé pendant 35 ans et donc j'ai développé un certain nombre de systèmes allant depuis la batterie elle-même jusqu'à ce que j'appelle le cerveau de la batterie, c'est-à-dire la partie plus IT. Qui permet justement de gérer la durée de vie de la batterie et sa sécurité. Et donc tout ça, ça a une application bien sûr dans les réseaux intelligents et aussi bien sûr dans tout ce qui est application des batteries au lithium depuis les téléphones de Samsung qui ont eu quelques problèmes comme vous savez, jusqu'à la voiture électrique, puis le stockage de l'énergie solaire et éolienne. Voilà. On va avoir l'occasion, j'espère, de reparler des batteries qui explosent. Paul-François Cattier, donc je suis président de Schneider Electric International. Schneider Electric, c'est une entreprise qui est spécialiste mondiale de la gestion de l'énergie, aussi bien à l'intérieur des consommateurs comme des usines, des data centers, des immeubles et vos appartements, vos maisons, que sur les grids, des utilities ou le off-grid dans l'access to energy. Et moi, je couvre 70 pays qui sont 25 pays de l'Afrique francophone et une cinquantaine d'autres pays qui sont répartis qui sont toutes les îles de tous les océans de notre planète, de Cuba jusqu'à Tahiti, et qui, donc, que ce soit en Afrique ou sur ces îles, on a tous des problèmes. Sont tous des problèmes d'énergie. Ils sont souvent off-grid. Par définition, une île est off-grid. Et puis, voilà, ce sont des sujets qui sont absolument passionnants pour Schneider Electric. Merci. Eh bien, on va continuer avec vous, Paul-François, pour poser la thématique de manière la plus simple possible. On estime qu'il y a aujourd'hui à peu près 600 millions de personnes en Afrique subsaharienne qui vivent sans électricité. Et donc un des grands enjeux de notre époque et des années à venir, c'est d'accélérer l'accès à l'électricité, donc à l'énergie électrique pour le continent africain. Et du point de vue d'un industriel comme vous, qu'est-ce que justement toutes les techniques dont on a parlé ce matin lors des ateliers, des workshops, on parle de grid, off-grid, on parle de blockchain, et je pense que tous ces thèmes vont être développés par les différents intervenants. Mais que représente, qu'est-ce que c'est que l'off-grid? Qu'est-ce que ça représente pour vous en termes de business? Et en quoi est-ce que l'innovation digitale peut accélérer le déploiement de ces systèmes hors réseau, si on peut le dire, des choses comme ça?
Ok, oui, effectivement, donc il y a sur 7 milliards d'habitants sur notre planète, il y a 1,5 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie et un autre milliard qui a un accès pas très régulier à l'énergie. Et donc sur ces 1,5 milliard qui n'ont pas du tout accès à l'énergie, il y en a la moitié qui sont en Afrique. D'accord ? Qui sont en Afrique. Il n'y a plus de problème de batterie. Fais gaffe à ce qu'elle n'explose pas. Donc la moitié de ces populations sont en Afrique. Et donc en Afrique, vous avez typiquement deux problématiques assez différentes. Vous avez les grandes cités qui sont en train de subir une énorme pression liée à l'urbanisation. Vous savez que dans les 15-20 ans qui vont venir, la plupart des grandes villes africaines vont doubler en population. Et ça veut dire que, grosso modo, il faut construire en l'espace de 20 ans autant d'infrastructures que celles qu'on a construites depuis 4000 ans. Hein, c'est à peu près l'enjeu qui est face à nous pour ces grandes villes africaines. Donc souvent, ces grandes villes ont des réseaux de distribution qui ont un certain nombre de problèmes, souvent des problèmes de résilience, c'est-à-dire que il n'y a pas une fiabilité du réseau. Et là, typiquement, les applications, les innovations digitales sont une aide énorme pour améliorer la fiabilité des réseaux et la résilience des réseaux et amener un bien meilleur service, niveau de service auprès des citoyens. Donc vous avez toute une série de technologies digitales, que ce soit au niveau de la génération d'énergie, au niveau de la distribution de l'énergie, et aussi au niveau de l'efficacité énergétique de la consommation, parce que je vous rappelle que le kilowatt le plus efficace en termes de consommation d'énergie, c'est celui qu'on n'utilise pas, parce que on arrive à mettre en place des comportements qui font que finalement vous réduisez la consommation. Chaque fois que vous réduisez la consommation à la prise, c'est autant d'investissements sur des centrales de génération d'énergie que vous pouvez économiser. C'est autant de CO2 que vous n'envoyez pas dans l'atmosphère, etc., etc., et que vous évitez les problèmes climatiques. Donc, par exemple, d'avoir un frigidaire qui ne se branche pas sur l'électricité, comme Go Energy Less le fait, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour laisser la génération d'énergie disponible pour d'autres applications qui, eux, nécessitent absolument de l'électricité. Donc ça, c'est la partie des villes et des grids qui sont souvent un peu des mimiques, aujourd'hui pas tout à fait aussi fiables de systèmes de distribution que vous avez dans les pays matures, à forte concentration et avec des développements économiques, etc. Donc là, vous avez un énorme travail à faire en termes d'application et d'innovation digitale pour améliorer la fiabilité de ces réseaux et éviter les pertes. Il y a énormément de pertes dans le transport de l'énergie, etc., etc. Et puis, l'autre aspect, ce sont tous ces personnes qui habitent pas dans ces grandes villes. Et d'ailleurs, il y a une telle pression sur l'urbanisation parce que justement, il n'y a pas d'énergie dans les campagnes, dans les villages, etc. Donc les gens viennent chercher l'énergie et la lumière en déménageant et en venant chercher à la fois de l'énergie, du travail qui est lié à l'énergie, de la connaissance et de l'éducation qui est liée à l'énergie, de la santé qui est liée à l'énergie, etc. Et c'est ça le principal levier de l'urbanisation. Donc, pour limiter ça, et c'est absolument important d'apporter de l'énergie dans les campagnes. Et là, on ne peut pas faire comme en Europe ou aux États-Unis, connecter à la grid parce que il n'y a pas de route pour accéder à ces villages. La consommation de ces villages est encore très très faible et ne justifierait absolument pas économiquement le coût de l'installation d'une ligne pour atteindre ces villages, etc. Donc il faut trouver d'autres solutions qui sont souvent des solutions off-grid. Et c'est là que ça devient intéressant, puisqu'il n'y a pas de modèle dans les pays matures sur le off-grid. Exactement, ils en sont au même point. Il y a des initiatives, des recherches, des envies de développer de l'off-grid, donc de la génération de proximité partout dans les pays matures.
Mais aujourd'hui, ils n'ont pas plus de solutions que celles que nous amenons en Afrique. Donc ces technologies de off-grid ont une énorme vertu de pouvoir s'installer facilement dans un village. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Par exemple, est-ce qu'en Asie, on a des exemples de déploiement de production d'énergie off-grid Oui, tout à fait. qui peuvent être inspirantes pour le continent africain? Oui, oui, tout à fait. Enfin, et réciproquement d'ailleurs, hein, parce que vous avez en Inde, vous avez dans le sud-est asiatique, aux Philippines, et, en Indonésie, etc., beaucoup de problématiques d'électrification de villages qui sont tout à fait similaires à celles qu'on trouve en Afrique. Donc il y a d'ailleurs beaucoup d'échanges sur les expériences entre ces deux continents. Tout à fait. Donc sur ces solutions off-grid, il y a énormément de travail à faire. Principalement parce qu'aujourd'hui, on a du mal. Les principaux difficultés que l'on rencontre quand on fait du off-grid sont grosso modo de trois ordres. Il y a des difficultés de financement parce qu'on n'a pas encore trouvé le business model qui assure une rentabilité et qui assure une sorte qui permet de minimiser les risques pour les financiers. Donc on n'a pas encore trouvé un business model qui soit suffisamment attractif pour qu'il n'y ait pas trop de questions. Donc il faut travailler sur l'attractivité des business models pour attirer les financements pour faire ça. Souvent aussi, il y a un problème. Les gens se préoccupent peu, qui font ces mini-grids, d'intégrer complètement la population locale et les communautés locales dans le projet. Et c'est une partie indispensable pour réussir des projets de mini-grid, c'est que la communauté locale soit complètement partie prenante du projet et soit acteur du projet. Et également qu'on trouve et on identifie des activités commerciales ou économiques qui pourrait se développer grâce à l'arrivée de l'électricité dans le village. Et ça, c'est vraiment des conditions absolues pour que les projets de mini-grid existent. Et tout ça dépend aussi beaucoup d'innovation digitale. Merci. On va peut-être poser la question à Demba Diallo sur le modèle économique sous-jacent au déploiement donc de ces technologies qui permettent d'atteindre une meilleure efficacité énergétique et de couvrir peut-être plus de personnes sur le continent. Est-ce que, de votre point de vue de consultant, vous sentez qu'aujourd'hui le marché africain est mûr, attractif pour des solutions économiques, pour des entreprises qui voudraient investir dans ce secteur? Merci. Alors en fait, ce que je pense, c'est que c'est deux choses. Premièrement, là, on vit un momentum de l'histoire, là. C'est-à-dire on a un moment critique de l'histoire technologique qui permet et économique, qui permet une bascule assez rapide de l'électrification intensive du continent. Pourquoi? Parce que je vais vous donner simplement quelques chiffres. Paul François vient de parler de l'off-grid et on peut parler des micro-réseaux. Les micro-réseaux, aujourd'hui, c'est un marché de à peu près 10 milliards de dollars, 10 milliards de dollars, et on estime qu'à l'horizon 2030, on sera autour de 30 milliards de dollars. Donc on va faire x3 au moins de progression du marché, et on sait que l'essentiel de ces micro-réseaux seront dans les pays en développement, où 80% de la population vit en milieu rural. Donc mathématiquement, il y aura de la place pour des investissements dans les micro-réseaux. Deuxième point, deuxième chiffre, c'est qu'un des verrous un des verrous, en fait, si vous voulez, de l'électrification, on va dire plus que l'électrification d'ailleurs, c'est l'accès à l'énergie, qui est plus large que l'électrification, c'est le stockage d'énergie, dont on a un expert émérite ici sur un des aspects. Eh bien, le stockage aujourd'hui, au niveau mondial, on est à peu près 200 MW de capacité. On va être à peu près à 12 000 MW dans 10 ans. Donc, on va faire x60 en 10 ans. On sait que, du coup, une fraction de ce stockage-là va être aussi dans les pays en développement, mathématiquement. Et dernier point, deuxième point, pardon, je vous ai dit il y avait 2 points. Un, il y a un momentum, et deuxième point, il y a une révolution à trouver en Afrique sur justement le modèle économique. C'est-à-dire qu'un des points, en gros, aujourd'hui, l'Afrique, c'est un besoin en infrastructure de 100 milliards de dollars par an. Sur les 100 milliards de dollars par an, plus de la moitié de besoins de financement, c'est sur l'énergie. Et la question, c'est que personne n'a trouvé aujourd'hui la solution de la scalabilité rapide. Il faut résoudre 2 problèmes à la fois.
un, aller le plus vite possible pour donner l'accès à ces 600 millions de personnes, et deux, à un coût et avec un modèle économique qui satisfasse le plus grand nombre, à la fois eux et les apporteurs de solutions. Pourquoi il y a besoin d'une révolution pour ça? Il y a besoin d'une révolution mentale qui est très importante, qui est de faire le parallèle avec les technologies mobiles. En fait, il faut considérer que le réseau d'énergie électrique, cette fois-ci en Afrique aujourd'hui, il est égal à ce qu'était le réseau de téléphonie fixe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un réseau classique, conservateur, non évolutif, peu scalable. Pourquoi? Parce qu'il a été pensé à l'occidental, il ne correspond pas aux réalités locales. Et si on voulait électrifier le continent à l'égal de ce qui s'est fait en Occident, ça prendrait plus de 80 ans, et ce serait mal fait, et ça ne toucherait même pas les 600 millions de personnes. Donc, là où il faut faire un changement de paradigme, ce que j'appelle la révolution de la pensée, là, c'est sur le fait de dire, OK, on va trouver des systèmes qui vont ressembler le plus possible à ce qui s'est passé dans les technologies mobiles. Les technologies mobiles, on est passé de 0 personne à la fin des années 90 à 9 Africains sur 10 qui ont un téléphone mobile. C'est-à-dire qu'il y a 4 Africains sur 10 qui ont de l'énergie électrique et 9 sur 10 qui ont un accès à un téléphone. Et pourtant, l'énergie, ils l'ont en Afrique depuis le temps de la colonisation, enfin, l'introduction. Mais le téléphone mobile, il a été introduit à la fin des années 1990. Donc, en une vingtaine d'années, on a atteint 90% de la population. Du coup, comment ils ont fait au niveau du mobile? C'est ça qu'il faut regarder. Donc, pour aller vite et ne pas monopoliser le propos, il y a 3 points clés. Premier point, c'est de trouver des technologies agiles, évolutives, scalables, modulaires. Ça, on les a aujourd'hui. Deuxième point, c'est de trouver des entreprises qui ont l'intelligence de comprendre que le problème, il n'est pas technique là. Le problème, il est économique. Et dans l'économique, il y a beaucoup de marketing et de communication. C'est-à-dire que quand vous voyez le budget d'investissement des boîtes de télécom, au moins 60 à 70%, il va sur la conversion du marché. Et le troisième point, c'est sur le fait de résoudre des vrais problèmes. Ça doit même commencer par ça. Résoudre des vrais problèmes, identifier des zones d'usage où on résout rapidement des problèmes qui vont faire que les gens eux-mêmes vont devenir addicts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont prêts en Afrique à acheter 1-2 puces téléphoniques plutôt que d'acheter tel et tel bien. Donc il y a un arbitrage pour les télécoms. Il faut trouver l'arbitrage pour l'énergie. Voilà. Merci. Rawia, vous avez fondé donc une entreprise qui a développé un premier produit que vous vendez déjà, qui en fait prend le problème que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui de l'autre côté. C'est-à-dire, votre entreprise s'appelle Go Energyless. En fait, vous voulez proposer des solutions pour consommer moins d'énergie, ce qui en fait peut aussi libérer de l'énergie électrique pour d'autres usages. Et c'est en ça que peut-être ça rejoint nos débats d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à la fois quel est votre produit, donc, qui est en fait un réfrigérateur nigérian, et comment est-ce que vous avez, au cours de la commercialisation de ce produit, trouvé l'opportunité d'utiliser d'autres outils, des outils donc low-tech, des outils digitaux, pour mieux vendre, accompagner vos consommateurs? Donc en fait, je voudrais rebondir sur un point très important que M. Paul François a évoqué, c'était l'énergie n'est pas uniquement de l'énergie, mais c'est également la santé, l'éducation, etc. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que nous sommes allés chercher les conséquences de l'absence de l'énergie chez cette population qui est la population des zones rurales. Donc ce qu'on a étudié, c'est qu'est-ce que ça provoque chez cette population, l'absence de l'électricité par exemple. Donc ce qu'on a trouvé, c'est que cette population, en absence d'électricité, n'a pas un moyen de réfrigération et donc perd en moyenne 20% de son revenu. Un foyer perd en moyenne 20% de son revenu mensuel sur des aliments qu'il achète mais qu'il ne consomme pas finalement, donc qui sont altérés. Donc l'idée qui est venue est de développer un dispositif qui soit 100% naturel et abordable, à un prix abordable, et qui fonctionne sans électricité. Donc ce produit est un réfrigérateur qui est actuellement vendu sous 2 versions. Donc la première version, c'est celle-là qui est commercialisée et destinée aux habitants des zones rurales et qui fonctionne sans électricité et qui est moins chère. Et la deuxième version, c'est toujours un réfrigérateur qui a les mêmes caractéristiques, la même capacité, mais qui est plus esthétique et qui est commercialisé aux habitants des zones urbaines.
Pourquoi deux versions? Pour pouvoir assurer la viabilité de Go Energy LS en tant qu'entreprise, parce qu'avec les habitants des zones rurales, nous réduisons quand même notre marge bénéficiaire, donc qu'on essaye de compenser chez l'autre segment. C'est dommage qu'on n'ait pas pensé peut-être à montrer un schéma qui va expliquer ce qu'est ce réfrigérateur. Mais peut-être que vous pouvez le décrire, parce que peut-être que dans l'audience, tout le monde n'a pas compris que ce n'était pas un réfrigérateur traditionnel. Enfin, si, c'est un réfrigérateur traditionnel, mais pas dans le sens d'un réfrigérateur comme ceux qu'on trouve dans nos maisons, dans les villes. Mhm. Donc en fait, nous, ce qu'on a fait dans notre entreprise, c'est qu'on a juste amélioré les pratiques ancestrales. L'argile est connue pour ses caractéristiques réfrigérantes. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a conçu un dispositif qui est constitué par deux pots en argile, l'un au milieu de l'autre, avec une couche de sable qui est au milieu et qui doit être humidifiée constamment. Donc, l'évaporation de l'eau à travers cette couche de sable cette eau absorbe de l'énergie sous forme de chaleur des aliments. Et donc, c'est ce qui fait que les aliments dans le pot interne restent froids et frais. On a même commencé à faire une comparaison entre les aliments conservés dans un réfrigérateur naturel, dans notre réfrigérateur, dans un réfrigérateur électrique et des aliments laissés à l'air libre. Ce qu'on a constaté, qu'il y a des aliments conservés dans notre réfrigérateur qui n'ont commencé à se froisser qu'à partir de la 3e semaine. Donc finalement, c'est un dispositif qui peut être utilisé même pour les gens qui ont de l'électricité, qui ont des réfrigérateurs électriques. Et comment est-ce que ces dispositifs de low-tech peuvent bénéficier d'outils digitaux, notamment dans ce que évoquait Demba à l'instant, pour tout ce qui est de la relation avec le consommateur, le marketing, etc. Donc, comme j'ai dit, nous, on a deux segments très différents, les zones rurales et les zones urbaines. Donc, pour les zones urbaines, on n'a pas de problème dans la commercialisation, mais pour les zones rurales, c'est un peu compliqué de pouvoir convaincre ces gens, pour pouvoir expliquer déjà le principe de fonctionnement et pour pouvoir les convaincre à acheter le produit, même si c'est un produit qui a une utilité pour eux. Donc, au début, on parlait d'un modèle où on a des ambassadeurs ou des gens qu'on désigne dans chaque région rurale et qui peuvent jouer le rôle d'un ambassadeur de notre marque et qui peuvent commercialiser notre produit dans ces zones rurales. Mais après, la difficulté qu'on a rencontrée, c'est que on était 3 dans l'équipe. C'était pour une entreprise qui vient de commencer un peu compliqué de se déplacer dans chaque région rurale pour pouvoir former ces gens et pour pouvoir leur transmettre voilà qu'est-ce qu'on fait pour le dispositif, pour son installation, pour son service après-vente, etc. Mais avec une simple discussion, on a fait un inventaire des difficultés qu'on a rencontrées et on a compris qu'on pouvait bien faire la formation de ces ambassadeurs, qu'on pouvait bien s'assurer que l'utilisateur final a une conscience et sait bien exploiter le produit qu'il a et maximise son efficacité sans pour autant se déplacer dans chaque région rurale. Donc on peut former ces ambassadeurs à distance. Donc ça nous a permis de pénétrer carrément un nouveau marché, celui des zones rurales, de maximiser la conscience, je dirais, de l'utilisateur final dans ces zones. Et voilà, donc je pense que les outils digitaux, ça nous a permis de pénétrer carrément un nouveau marché et de maximiser notre rentabilité en tant qu'entreprise. Merci. Vient le moment que vous attendez tous, celui où Rachid Yazami va vous parler de batterie. Non, pas vraiment, pas seulement de batterie. En termes d'innovation dans le domaine énergétique, il y a bien sûr toutes les évolutions techniques qui touchent à toutes les phases de la production, du transport et de l'acheminement de l'énergie électrique.
Mais il y a un domaine où les progrès ont été fulgurants, c'est dans le domaine du stockage, notamment des batteries au lithium. Aujourd'hui, comme nous disait Demba Diallo, les mobiles sont totalement répandus sur le continent africain. C'est devenu peut-être le produit qu'on trouve dans chaque maison, dans chaque village. Et ça s'accompagne d'une sophistication de ces produits, et notamment des produits qui deviennent des smartphones, qui permettent de faire du money banking, qui permettent de développer des tas d'applications. Comment, vous, du point de vue de la recherche fondamentale, mais aussi de la recherche et développement, vous voyez les opportunités d'innovation qui faciliteraient l'accès à l'énergie en Afrique? Alors c'est vrai que bon, la miniaturisation des batteries a rendu possible justement toute la révolution de l'électronique mobile, que ce soit les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs, etc. Et donc ça a été la partie, disons, les applications des batteries au lithium qui ont permis justement à cette technologie d'atteindre le niveau qu'elle a aujourd'hui. Et bien sûr, elle s'étend au-delà maintenant, donc ce qu'on voit venir. Et donc la semaine prochaine, on a la COP22 qui commence. Il va y avoir quelques voitures électriques dont d'ailleurs Schneider fait partie, avec Renault, avec d'autres fabricants de voitures électriques. Et aussi pour tout ce qui est stockage de l'énergie, de tout ce qu'on appelle les énergies renouvelables, c'est-à-dire l'énergie solaire, éolienne, puis les vagues et tout ça. Alors, l'énergie électrique, en fait, l'idéal, ce serait que ce que vous produisez soit consommé. Parce que, bon, l'énergie, enfin, les électrons, on ne peut pas les stocker comme ça facilement. Ce n'est pas comme de l'eau. Par contre, effectivement, une des options de stockage, c'est les batteries. D'ailleurs, le marché des batteries au lithium suit la même évolution dont tu as parlé. En 2025, on va atteindre 100 milliards de dollars pour les batteries au lithium. Et tout ça est porté justement par les nouvelles applications. Alors, moi, je pense vraiment, quand je pense à l'Afrique et aux batteries au lithium, je pense aux écosystèmes. C'est-à-dire que les ingrédients que vous mettez dans votre batterie, ça se trouve essentiellement en Afrique. Dans l'Atlas jusqu'à l'intégration dans les véhicules électriques. Mon rêve aussi, c'est qu'il n'y aura plus dans 10 ans de mobylettes à Marrakech ni à Casablanca. Donc il n'y aura que des vélos électriques, de 2 roues électriques, parce qu'ils sont moins chers. Et puis à l'utilisation, c'est vrai que c'est une économie extraordinaire. Je ne comprends pas que vivant à Singapour et en voyageant beaucoup en Asie, en particulier en Chine, on voit énormément de vélos électriques et qu'au Maroc, on n'en voit pas tellement. Donc ça, c'est quelque chose que je voudrais voir un jour. Donc c'est tout un écosystème. Maintenant, c'est vrai, pour revenir au thème de ce panel, c'est-à-dire donc ce que l'innovation digitale peut apporter justement à la partie en Afrique de l'énergie électrique. C'est vrai que, si vous voulez, il y a l'efficacité énergétique qui est un thème très très important. C'est-à-dire que donc, à partir du moment où vous produisez un wattheure ou un kilowattheure, entre le moment où il est produit et le moment où il est consommé, il ne faudrait pas qu'il y ait beaucoup de pertes. D'accord ? Et donc, ça appelle vraiment pour nous à développer deux types de choses. La première, c'est les nouveaux matériaux pour les batteries du futur. Et on n'en est pas encore à la fin de l'innovation dans ce domaine-là. Il y a pratiquement 5000 brevets qui sont pris chaque année sur les batteries au lithium, ou d'autres batteries. C'est un thème extrêmement porteur au niveau de la recherche et le développement, mais aussi la gestion de cette énergie-là, dans laquelle justement on a besoin de systèmes digitaux, de l'innovation, etc., pour d'une part exploiter au maximum cette énergie qui est disponible, et deuxièmement la rendre plus sûre. Donc peut-être on parlera plus tard des problèmes de sécurité des batteries.
Les batteries, il ne faut pas s'alarmer. Ce qui s'est passé à Samsung, c'est vrai que ça a été beaucoup couvert par la presse et tout. Ça a coûté très très cher à Samsung, c'est dommage pour eux. Mais c'est un épiphénomène par rapport aux 20 milliards de batteries qui sont en circulation aujourd'hui dans le monde. Si on compte le même nombre de voitures qu'il y a dans le monde, et il n'y en a pas tant que ça, le nombre d'accidents de voitures chaque jour, malheureusement, est nettement supérieur à ce qui arrive aux batteries. Donc il faut relativiser les choses. Si vous voulez, on apprend tous les jours. C'est vrai que ce problème-là est très très sensible parce que c'est une technologie qui est relativement récente. Les batteries au lithium ont été commercialisées seulement au début des années 90. C'est relativement récent. Et donc, tout ce qui est nouveau, ben, les gens, ils appréhendent. C'est comme les débuts de la voiture d'une manière générale automobile, du train, de tout ce qui est technologie nouvelle au 19e siècle, où les gens craignaient qu'il y ait des gros accidents et tout. Donc, on a cette même sensibilité. C'est-à-dire, quand j'étais en Californie, quand il y avait une voiture, une fois tous les 6 mois, une voiture électrique qui prenait feu, que c'est une voiture électrique, eh bien, il y avait plein d'hélicoptères, etc. C'était diffusé en direct dans les grands réseaux de télévision locales, alors que s'il y avait une voiture à essence qui brûlait, personne ne prêtait attention, c'est normal. Donc c'est vrai qu'il y a une sensibilité, c'est très bien, c'est-à-dire que ça nous pousse, nous, à réfléchir à comment rendre ces batteries plus sûres, et c'est une partie de mon travail. Et donc, je développe actuellement des systèmes intégrés, des puces intelligentes qui gèrent justement la manière dont les batteries vieillissent. Et on s'est rendu compte qu'il y a une corrélation entre le vieillissement de la batterie et la probabilité pour qu'une batterie, disons, déclenche ce qu'on appelle un emballement thermique. Et tout ça, en fait, c'est comprendre l'objet. C'est-à-dire, jusqu'à présent, la batterie a été considérée comme juste comme un réservoir d'essence qu'on remplit et qu'on vide, en charge et en décharge, alors qu'en fait, une batterie, c'est une usine. Il y a du génie chimique, il y a de la thermodynamique, il y a des phénomènes thermiques, de transfert de matière, etc. C'est nettement plus compliqué qu'un réservoir d'essence. Et à partir de là, c'est vrai que l'approche qu'on a actuellement, grâce à ces problèmes-là qui arrivent, c'est-à-dire donc les gens ont besoin de batteries sûres, ça se discute pas, mais aussi ils ont besoin de batteries qui se chargent en 10 minutes. Ils ont besoin de batteries après 10 minutes qui nous donnent 400 ou 500 km d'autonomie avec une voiture électrique. Tout ça, c'est des challenges pour nous en tant que chercheurs. C'est-à-dire qu'il faut développer des matériaux encore plus performants, plus sûrs, plus économiques, plus environmentally friendly, c'est le seul mot que je vais dire en anglais aujourd'hui. Donc amicaux, pas trop d'impact, disons, sur l'environnement. Et voilà, tout ça peut s'intégrer dans énormément de domaines d'application, y compris bien sûr les systèmes de réseau électrique, depuis les micros jusqu'aux grands réseaux électriques dans les grandes villes, etc., où on peut justement faire entre le jour et la nuit, entre le moment où il y a du soleil et pas de soleil, quand il y a de l'énergie solaire, etc., faire justement cette gestion intelligente de l'énergie. Justement, en termes d'innovation, en termes de technique, puisqu'on a la chance de vous avoir sous la main, j'ai envie de dire, au-delà de la durée de vie des batteries, de la rapidité avec laquelle on peut les charger, il y a des champs de recherche et d'innovation infinis, et notamment pour faire communiquer entre elles les batteries, ce que vous avez évoqué à demi-mot. C'est vrai, donc l'Internet of Things, ça touche aussi les batteries. En fait, par exemple, vous avez certainement entendu, je ne vais pas leur faire de la publicité, ils n'ont pas besoin de moi, de Tesla. Ils sont en train de monter donc, ce qu'ils appellent les méga factories un peu partout, aux États-Unis, peut-être en Europe. Et donc, en fait, Tesla, quand il monte sa voiture électrique, il met plusieurs milliers de piles, de batteries ensemble. Donc, il les arrange en série, en parallèle, pour atteindre chaque batterie vous donne à peu près 3,7 volts. Donc pour arriver à 300 et quelques volts, il faut avoir 100 en série. Et pour avoir l'énergie, il faut en mettre énormément en parallèle. D'accord ? Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une batterie peut vraiment causer un gros problème à tout le reste. Donc il faudrait qu'à chaque instant, on sache l'état de santé de cette batterie-là, de toutes les batteries, et en particulier celles qui sont à risque, et que les batteries entre elles puissent communiquer.
Donc, en fait, c'est un réseau d'entraide entre batteries, de telle sorte qu'il y a si une batterie commence à donner des signes de fatigue, ben, les autres compensent, etc., pour qu'elle ait moins de charge, disons. Voilà. Donc, tout ça, c'est un peu futuriste, mais ça va venir parce que, au fur et à mesure qu'on regarde un peu ce qui se passe pendant que le vieillissement, enfin l'utilisation de la batterie, on voit un certain nombre de signaux et que si on les interprète comme il faut, ça nous donne vraiment des informations très très précieuses qui permettent justement d'être proactif, c'est-à-dire avant que quoi que ce soit arrive, on sache que bon, la probabilité, c'est toujours en termes de probabilité, que la batterie numéro 532, bah celle-là, elle est à risque, il faut l'isoler parce que sinon il y a un risque justement d'emballement, etc. Maintenant, quand il y a des incidents de batterie, ça peut ne pas venir de la batterie elle-même, parce qu'une batterie, c'est dans un environnement, et donc la manière dont elle est chargée, donc le chargeur aussi peut être la cause de s'il ne fonctionne pas comme il faut. Si on ne contrôle pas le courant, la tension, la température, tout ça, c'est ce qu'on appelle le Battery Management System, les BMS, qui effectivement permettent aussi de faire en sorte que la batterie fonctionne dans des conditions normales. Si ce BMS ne marche pas bien, ben, la meilleure des batteries, si vous lui mettez 100 volts, elle explosera. Hein. Voilà. Notre dernier intervenant est Rick Dudley. Je vais lui poser ma question en français, elle va être traduite, donc je vais la faire courte. Ok. Je peux la poser en anglais. Rick, just before our session, our roundtable, you were telling us about your mini grid experience in Brooklyn. Yes. We thought it would be interesting for you to tell us more about it, since this experience perhaps can relate to challenges in Africa. Yeah. So the unique property that that grid that we're working on in that proof of concept is it allows for the P2P transaction between the various members of the grid. So you can have So what's a mini grid? So it's a set of, in this particular example, it's a set of homes that are connected together, and they are transmitting energy back and forth amongst themselves, and then as needed, they are connecting to the larger grid through more or less conventional hardware. But the innovation there is that they can track the usage within that small network and do those payments in real time via a marketplace that is created amongst the smart meter elements themselves. And what's the use? So the benefit there is that you can actually meter your usage more dynamically and more intelligently with regards to the usage in that region or to that neighborhood, and the generation and the usage within that neighborhood. So it's more efficient. Also, depending on what those users, what kind of energy they want in terms of is it clean energy or is it local energy, these properties can be defined in the network, and they can pay a premium, presumably, for their cleaner energy, which I think probably doesn't directly translate to these markets, but there's other properties that you could have, like, for example, is it from a diesel generator or a PV system, and then you could use accordingly. So, for example, you could have a marketplace that is intelligent enough to know that when it's dark out, you can't use the PV, and then that would cause a change in the price, which would cause the diesel generators to turn on and then provide the power at night. PV is for Photovoltaic. And do you think this can translate to other situations where these mini grids are not connected to the larger grid? Yes. In rural areas, for instance? Yeah, so we've been discussing that since I've been here, because that's obviously a very different use case than what we have in Brooklyn. But yes, there's a direct translation to using these sorts of marketplaces to facilitate networks of
solar home systems to grow those into larger networks that could then, ultimately be used in place of a traditional grid-like infrastructure. And what are the main issues you see in these mini grids in terms of technique and also in terms of economics and pricing? I think from a blockchain perspective, most of those problems are primarily engineering. There's no theoretical barriers. There's no situations that you might find in these small systems that a blockchain solution can't address. But I think that there is a challenge in figuring out exactly what types of networks and what types of mixtures in terms of the energy, the generation, the batteries, the actually running the wires to create the network, because that's an expense that we don't really have in Brooklyn. The wires are already there. And so how do you, with any blockchain solution, you have to figure out your governance model. You have to figure out how people are going to pay for things. You have to figure out how people are going to be penalized when they don't follow the rules. And so I think those governance challenges are going to be unique in every environment. And so in these environments, they'll be unique as well. Thank you. Paul François, je vous interrompre. Pour continuer peut-être sur la même thématique, comment vous voyez-vous ces solutions innovantes quel est leur impact sur le consommateur final et comment est-ce que ça permet de rebondir sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, sur la question de l'efficacité du dernier kilowattheure, celui qui n'est pas consommé. Comment vous voyez en fait, toutes ces innovations technologiques dans la perspective d'une meilleure efficacité, qui est quand même un grand sujet d'aujourd'hui, et pas seulement parce qu'il y a la COP22 qui commence. Quand on parle d'efficacité énergétique, il y a plusieurs sujets. Il faut que l'énergie, elle doit être efficace, elle doit être safe, parce que je vous rappelle quand même que l'énergie, l'électricité en tout cas, c'est des choses qui peuvent tuer quand c'est à haut voltage, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de travail qui est fait pour assurer la sécurité des personnes qui interviennent, la sécurité des utilisateurs là-dessus, etc. Elle doit être efficiente, elle doit être secured aussi, parce que vous pouvez avoir des actes malveillants sur une grid qui peuvent vraiment mettre en danger beaucoup de sécurité de biens et de personnes, etc. Donc à partir du moment où vous commencez à faire de la connectivité de ces objets qui gèrent la distribution de l'énergie, vous avez besoin d'assurer que ces objets soient en sécurité contre des cyberattaques, etc. Donc c'est un peu plus vaste que juste l'efficacité. Mais en termes d'efficacité, par contre, on a beaucoup d'expérience maintenant sur la capacité d'améliorer l'efficacité de la consommation énergétique des différents systèmes qu'on utilise. Juste pour vous donner une idée sur un marché dont je m'occupais mondialement il y a encore quelques mois pour Schneider Electric, qui est le marché des centres de données informatiques, les data centers, qui sont les outils de Google, de Facebook, Amazon et de plein d'entreprises dans le monde qui consomment énormément d'énergie. Je prends cet exemple parce qu'on a la chance d'avoir un standard international de mesure de l'efficacité énergétique des data centers, ce qui n'est pas le cas des autres utilisations. Mais dans le cas d'un data center, on mesure l'efficacité d'un data center, l'efficacité énergétique, en mesurant la consommation totale du centre de données informatique. Et ensuite, on divise par la consommation des équipements informatiques, des computers et des network tools, products, qui sont dans ce data center. Et la moyenne de l'efficacité énergétique dans le monde de tous les data centers installés est de 2. C'est-à-dire qu'il faut 2 kW pour faire fonctionner 1 kW d'équipement informatique. Donc c'est très mauvais comme efficacité. Or, aujourd'hui, avec des technologies plus d'efficacité, on sait construire des data centers qui ont une efficacité de 1.1,
C'est-à-dire, on utilise 1,1 kW pour 1 kW de fonctionnement d'équipement informatique. Donc ça fait un gain monstrueux en termes de capacité de facture énergétique pour le data center. Hein. Je vous rappelle qu'un data center, avec sa facture énergétique de 10 ans, paye l'investissement complet du data center. Donc, c'est extrêmement électro-intensif. Et donc, du coup, une économie de 50% sur sa consommation énergétique va payer la moitié du data center lui-même. Donc, et ce type de solutions d'efficacité énergétique, on les retrouve dans tous les systèmes, que ce soit les usines, les industries, que ce soit votre petite maison avec vos 2 chambres, que ce soit les grands bâtiments, les hôpitaux et les tunnels, les infrastructures, etc., etc. La principale source d'efficacité énergétique que l'on trouve pour arriver à ces méthodes-là, c'est le fait d'avoir ce qu'on appelle les données de l'énergie, les energy data, et d'être capable de traquer à tous les stades de la circulation de l'énergie ces données de l'énergie qui permettent véritablement de travailler sur l'efficacité. Souvent, quand vous avez un immeuble de bureau avec d'un siège social d'une banque, etc., vous avez une dizaine d'étages, etc., vous aviez avant un metteur qui mesurait la consommation de ce building. Aujourd'hui, vous arrivez à avoir une centaine, voire un millier de metteurs, où vous êtes capable, à différents endroits du building, de mesurer différentes parties, etc., de mesurer la consommation, de faire des benchmarks. Comment se fait-il que cette aile, dans cet étage, consomme 3 fois moins d'énergie que la même aile à l'étage juste au-dessus? Quels sont les comportements des utilisateurs là-dessus, etc. Quelles sont les choses qu'il faut changer? Est-ce que c'est nécessaire qu'un parking soit éclairé pendant tout un week-end full lumière alors qu'il n'y a personne dans ce parking, etc. Est-ce que c'est nécessaire que dans le restaurant d'entreprise, les cuisiniers allument le four comme ils ont appris à le faire à l'ancienne, à 6 h du matin quand ils arrivent, alors qu'aujourd'hui, la montée en température des fours nécessite 45 minutes et il suffit d'allumer le four à 10 h du matin. Enfin, tout ce genre de comportements, vous pouvez en avoir conscience grâce aux données de l'énergie, aux data d'énergie, à la façon de mesurer précisément ce qui se passe, de comparer et de changer les comportements. Donc, c'est extrêmement efficace. Et aujourd'hui, on peut dire que, grosso modo, on pourrait réduire facilement 30 à 40% de la consommation énergétique de la planète sans souffrir de manque d'électricité, simplement en changeant un peu nos comportements. Mais ces 30% de réduction de consommation permettraient facilement de réduire de moitié les investissements nécessaires pour la génération en centrale, qu'elle soit au fioul, au charbon ou au nucléaire. Et je ne fais pas de débat là-dessus, mais ça veut dire d'énormes économies dans la génération. Et souvent en Afrique, on pense que le problème de l'énergie, c'est qu'il n'y en a pas assez, donc il faut en produire plus. Alors que souvent, le problème, c'est surtout dans la distribution de l'énergie, comment elle arrive à chaque foyer, etc., ou comment on arrive à le faire pour des villages qui sont complètement déconnectés du grid, etc. Et si vous arrivez à réduire la consommation par des comportements plus efficaces en termes énergétiques, vous n'avez pas de problème pour financer de la génération. Il n'y a pas besoin de financer plus de génération. On pourrait presque faire beaucoup plus avec beaucoup moins dans ce domaine. Et c'est là-dessus que nous, on se bataille tous les jours. Bagarre. Merci. Demba Diallo, dans le même sens, un des thèmes qui ont été abordés ce matin lors des ateliers tournait autour de la question de l'appropriation justement par les citoyens des innovations technologiques et la manière dont ces innovations, ces outils digitaux peuvent aider à mieux orienter la consommation énergétique de tout un chacun. Je voulais vous entendre là-dessus. Alors, pardon. Il y a un premier point, c'est que une des manières d'impliquer les populations qui sont effectivement importantes dans le dispositif, qui sont aussi les usagers, les consommateurs, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'il faut d'abord comprendre ce qu'on consomme. Comprendre ce qu'on consomme, ça veut dire, si je donne quelques illustrations, le prix de l'énergie
électrique dans les pays d'Afrique subsaharienne est au moins 3 fois supérieur à celui qu'on a en Europe. Donc le coût du kilowattheure en France, il est de 11 centimes d'euros à peu près, quand dans un pays comme le Mali, il est de 25 centimes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, à Masdar, à Abu Dhabi, on est arrivé en photovoltaïque à 2 centimes d'euros le watt crête de solaire photovoltaïque. Ça veut dire en gros, au niveau du solaire photovoltaïque, on est inférieur aujourd'hui à la parité réseau dans les pays d'Afrique subsaharienne. Donc on est en fait en capacité d'avoir un coût de production du solaire qui est facilement 5 fois inférieur au coût du réseau. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'énergie intermittente en parlant des énergies renouvelables, en Afrique, il faudrait plutôt parler de réseaux intermittents. C'est les réseaux traditionnels qui sont intermittents, parce qu'ils sont là une fois sur deux. Le soleil est là plus souvent, en fait, à la limite. Donc, première chose, c'est éduquer les gens à l'importance du renouvelable pour eux, pas d'un point de vue idéologique, même pas d'un point de vue planétaire, de sauver de la planète. Simplement, d'un point de vue strictement économique, il y a un intérêt mathématique à basculer au renouvelable. Donc ça, c'est de la transparence dans la pédagogie. Deuxième point, c'est de sensibiliser les gens, effectivement, sur le gaspillage, qui vient notamment, donc Paul François l'a dit, mais on peut prendre aussi un paramètre qui est la malgouvernance dans ce gaspillage. Je prends certains pays d'Afrique subsaharienne ont au moins 30% de leur capacité énergétique liée au groupe électrogène d'urgence. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est le symptôme de quoi? C'est le symptôme de zéro politique énergétique. Donc c'est comme si les gouvernements en question ne savaient pas quantifier leur population, son accroissement, ainsi de suite, et les usages. Et au dernier moment, quand il y a des manifestations pour dire on en a marre des coupures de courant, pop, on loue en urgence des solutions de groupe électrogène qui coûtent 2 fois plus cher que les solutions normales. Donc en fait, on impute au budget de l'État un coût anormal. C'est du gaspillage. Autre source de gaspillage, c'est que en fait, aujourd'hui, il y a des solutions de Energy Management Systems, donc IMS, qui permettent avec des systèmes de capteurs et autres, et de software, de pouvoir monitorer au plus près la consommation. Donc on a dans pas mal d'endroits des systèmes de climatisation qui tournent à plein, à vide, alors qu'on pourrait très bien faire comment optimiser tout cela avec le nombre de personnes dans une salle, la température à l'extérieur, ainsi de suite, pour pas grand-chose, puisque le coût des capteurs a baissé, ainsi de suite. Donc le gaspillage, on le voit à toutes les échelles. Donc il y a une sensibilisation à faire pour le gaspillage aussi. Donc je pourrais continuer comme ça, je vais m'arrêter là, pour dire simplement que la première chose à faire au niveau des populations, c'est les sensibiliser à des enjeux de ce type-là. Deuxième chose, c'est de les aider, en fait, ça pour le coup c'est plus difficile, sur la partie modèle économique. Donc je vais vous donner l'exemple d'un entrepreneur au Zimbabwe, Strive Masiwa, qui est un des plus importants d'Afrique. Donc c'est un milliardaire qui a fait des milliards dans les télécoms et qui après a basculé dans l'énergie. Donc il a monté une boîte qui s'appelle Econnect Solar et il a lancé massivement en fait l'équipement des gens en photovoltaïque et autres, avec simplement un contrôle à distance avec des cartes SIM et autres. Mais il a aussi travaillé sur les BTS. Donc les BTS, c'est les bases de transmission pour les téléphones portables. Et aujourd'hui, la plupart des BTS en Afrique sont alimentés par des fuels. Donc, il a mis en place des diet BTS, donc des BTS à faible consommation en énergie, avec les Chinois, peu importe, pour avoir une diffusion adaptée à l'Afrique. Donc, ça veut dire la tropicalisation, l'endogénisation des technologies. Et là encore, on peut impliquer les gens là-dedans. Et le dernier élément, c'est la formation, qui est indispensable. Et là, on peut imaginer pas mal de choses pour avoir des formations massives de techniciens de niveau intermédiaire avec des systèmes simples à maintenir. Merci. Je pense qu'il y a une vidéoconférence qui est prévue dans un peu plus d'une demi-heure. Donc on va donner la parole à la salle pour les questions. Ce que je propose à nos intervenants, c'est qu'on prenne peut-être une série de questions et après on verra qui a envie de répondre à quelle question. Donc il y a un micro qui va circuler dans la salle. Je vous invite à vous présenter et à poser vos questions. Y a-t-il un volontaire? C'est souvent la première question la plus difficile, c'est ce qu'on dit. Merci. La question que je me posais, c'était sur la partie production d'énergie, distribution d'énergie en Afrique. La solution, c'est plutôt une solution dite ce que je qualifierais de la française. On fabrique 20 centrales nucléaires et on distribue centralisé vers les foyers en remontant
l'argent de chacun des foyers vers la défense pour le PDG de EDF, qui peut s'en servir parfaitement, ou est-ce que c'est plutôt une gestion décentralisée, émaillée, avec une vision plus, entre guillemets, à la Elon Musk, qui dit chaque maison doit être équipée et il n'y a plus de centralisation, entre guillemets, de la fabrication d'énergie. Est-ce qu'il y a une autre question? Yeah, my question is for Rick. The first question was about Elon Musk and his vision about decentralized energy. The question is on the other way around, like Africa to the rest of the world. You being from the US and working on like cutting edge technology, how do you see the like new tech develop in the US that could like make an impact in Africa? So I'm new to learning about Africa's energy issues, but from my experience so far, it seems as though obviously certain things like battery technology are which are being developed, right here, are going to be extremely helpful. I think that America's role in sort of leading the technology development, which, I mean, obviously America isn't going to have this lead forever. It's not permanent or anything like that. But its sort of historical leadership is going to help drive the costs down in Africa. So, for example, this idea that we're talking about putting smartphones in every home to manage and meter the energy, that was obviously not an option when meters were developed in America, right? So these sorts of innovations, I think, are going to allow the African systems to leapfrog the American systems. And I think in regards to the research that I do, I think that us looking at these problems in terms of getting people to cooperate when they don't necessarily trust each other, I think that'll have an immediate application to the African space and allow people to build networks here that are significantly more robust than the networks in America, because to retrofit this sort of thinking onto the network after the fact is very difficult. On va peut-être répondre à la première question, après on va reprendre d'autres questions. Je commence. Oui, sur la centralisation, décentralisation de l'énergie en Afrique. Aujourd'hui, si vous prenez, vous avez des choses très semblables à ce que vous voyez à EDF en Afrique. La plupart des pays ont des systèmes, enfin je parle surtout pour l'Afrique francophone, peut-être tu pourras, ont des systèmes vraiment très similaires, avec des sociétés d'État qui possèdent l'infrastructure du réseau en termes d'assets, et des sociétés privées, souvent monopolistiques, qui opèrent des concessions, qui opèrent ces réseaux en facturant les consommateurs d'énergie. Donc c'est très centralisé, c'est même hyper centralisé, je dirais, avec en plus des régulations comme on trouve en Europe, qui sont très contraignantes sur le droit à commercialiser l'énergie, etc., etc. Ce qui pose beaucoup de problèmes. C'est une partie des problèmes pour tous les projets de mini-grid qui cherchent leur business model et qui doivent quand même vendre de l'énergie qu'elles produisent, indépendamment d'être sur le réseau. Vous savez d'ailleurs qu'en Europe, aux États-Unis, l'énergie, enfin en tout cas en Europe, je ne pense pas que ce soit pour la même chose aux États-Unis, mais en Europe, l'énergie produite par les renewables, par les particuliers, etc., ne peut être achetée que par les utilities, qui ensuite le revendent comme étant une part de l'énergie verte qu'ils peuvent produire, etc. Ce qui est un peu un non-sens, parce que si on imagine que cette énergie n'est pas consommée autour de l'endroit où elle est produite,
son transport autre part va générer beaucoup de pertes, etc. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est une façon de contrôler justement l'hypercentralisation qui est un obstacle. Et pour les mini-grids en Afrique, ben, à chaque fois qu'on veut développer un mini-grid, etc., il y a ce problème de la régulation sur la revente de l'énergie et vous devez demander un certain nombre de licences, etc. C'est plutôt un frein. Certains pays ont contourné ça en organisant des concessions géographiques. Ils partagent leur pays, comme vous avez ça au Gabon ou au Sénégal, ils partagent le pays en zones géographiques et ils offrent à des opérateurs d'effectuer, de prendre des contrats de concession d'opérations de mini-grid pour électrifier ces villages isolés, etc., dans cette zone. Et en général, d'ailleurs, ils demandent à l'opérateur qui a la concession nationale, n'a pas le droit de proposer ses services pour ces concessions d'électrification rurale. Voilà à peu près le schéma. Par contre, tu peux peut-être complémenter sur l'Afrique anglophone que je connais moins. En fait, effectivement, il y a des variétés déjà sur l'Afrique, puisqu'il y a 54 pays à peu près. Mais en gros, en ordre de grandeur, la consommation énergétique africaine, cumulée du nord au sud, d'est en ouest, est équivalent à un pays comme la Pologne, en termes de capacité. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas grand-chose, in fine. Et simplement parce qu'il y a 600 millions de gens qui n'ont pas d'accès à l'énergie électrique. Et sur la capacité installée en Afrique, elle est, à 80%, elle est ventilée entre l'Afrique du Nord et l'Afrique australe. Ça veut dire globalement, les autres se partagent 20%. 20% de pas grand-chose. Donc, c'est à la fois dramatique, mais c'est aussi une immense opportunité. Donc, l'opportunité, c'est la rupture à la fois technologique et de modèles économiques, permettant d'avoir un mix à la fois de modèles à l'ancienne, qui vont mathématiquement être de plus en plus minoritaires, par rapport à des systèmes de microgrid et mini-grid qui vont être l'avenir, avec des systèmes d'énergie mixte, décentralisés, ainsi de suite. Par contre, ça crée, on a eu une discussion avant que vous n'arriviez sur les enjeux que ça crée. Mais globalement, on ne va pas les reprendre, ces enjeux-là, mais le modèle à reprendre, en fait, c'est celui des télécoms. Au niveau du mobile, pour la scalabilité du marché, il faut 3 conditions. Un, les pouvoirs publics doivent avoir des régulations qui le permettent. Donc, Paul François en a parlé. Deuxième point, c'est la question des technologies. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Et troisième point, c'est la question des modèles économiques. Et là, c'est un peu plus compliqué et il faut basculer là-dessus. Et par rapport à Elon Musk, bon, une boutade, c'est que Elon Musk est africain, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il est innovant et qu'il va peut-être revenir en Afrique là-dessus. Mais simplement, c'est effectivement ce modèle-là qu'il faut promouvoir, c'est-à-dire réfléchir à la massification la plus rapide pour changer les systèmes de consommation et de production. Donc, en cela, on peut effectivement aller vers ce que Musk fait, d'autant plus que la semaine dernière, l'annonce qu'il a faite de systèmes avec SolarCity sur la partie PV, plus stockage à base de batteries lithium-ion, et puis de systèmes de smart storage pour ça, c'est un truc qu'on peut vraiment répliquer assez facilement en Afrique, même si on peut discuter sur les systèmes de stockage. Et je rajouterais, juste pour revenir au sujet du panel, on parle beaucoup de business model, et je pense que tu as tout à fait raison. Par contre, la façon de solidifier ces business models passe forcément par l'innovation digitale, pour revenir au sujet du panel. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 30 thématiques différentes au sujet de ces business models qui peuvent être solidifiées et améliorées par des innovations digitales en s'intéressant aux data de l'énergie, à la maintenance prédictive, à un certain nombre de choses pour faire que les conditions opérationnelles soient optimum et que le retour sur investissement soit optimum et qu'on puisse assurer un domaine d'attractivité pour le financement, etc. Donc tout ça passe par beaucoup d'innovation digitale à différentes étapes de la chaîne de valeur. Et pour ceux que ça intéresse, à mon avis, il y a un énorme champ d'amélioration lié aux applications et aux innovations digitales dans ce domaine des business models pour le mini-grid, etc. Et d'ailleurs, Rick, l'utilisation de blockchain, par exemple, sur juste les transactions entre peer-to-peer, entre particuliers qui produisent de l'énergie et quelquefois on consomme plus qu'ils ne produisent ou on produise plus qu'ils ne consomment, et le partage de ça est un exemple criant de l'intérêt du blockchain là-dedans. Mais il y a plein d'autres sujets dans le mini-grid qui mériterait toute l'attention des développeurs. Voilà. Est-ce que l'un des autres intervenants veut réagir ?
Dans ce cas, on va prendre une deuxième batterie de questions, s'il y en a dans la salle. Bonjour à tous, Mohamed Douib, je suis journaliste et entrepreneur. Une question à M. Yazami, merci de nous faire rêver. Alors, moi, je vais aller un peu dans quelque chose de prospective. Vous rêvez d'un écosystème au Maroc autour de la batterie. Est-ce que ça va juste se limiter à un rêve ou est-ce qu'on peut imaginer un processus? Est-ce que vous pensez comme un rêve ou vous allez peut-être aller plus entreprendre et voir peut-être les modalités d'un écosystème autour de la batterie à Marrakech ou ailleurs pour justement voir plus des vélos électriques que des mobylettes? Merci. Je vous en prie. Votre question? Je réponds à votre question. En fait, c'est une boutade, c'est une réalité qui m'est arrivée dans ma carrière parce que je suis en même temps chercheur et entrepreneur. Et donc, on m'a convaincu qu'il fallait monter une start-up quand j'étais à Caltech en Californie. Et un des investisseurs, des VC que j'ai rencontrés, il m'a dit alors, qu'est-ce que vous voulez quel est votre projet? Et j'ai commencé ma réponse par I have a dream. D'accord. Il m'a regardé et me dit what is your dream? Je dis écoutez, les batteries au lithium, c'est très très bien, mais il y a des problèmes et j'ai envie d'introduire une autre batterie. Et il m'a dit comment vous voulez battre les batteries au lithium? C'est les meilleures au monde. Alors je suis allé au tableau. Il n'est pas technicien, mais je lui ai fait une petite démonstration en disant voilà, vous remplacez ça par ça. Croyez-moi, c'est la réalité et ça n'arrive qu'en Californie. Au bout de 5 minutes de discussion avec lui, il m'a dit you get your $6 million. Voilà. Donc, je porte le même rêve aujourd'hui au Maroc, que effectivement les gens adhèrent à une idée, parce qu'effectivement, dire que par exemple on veut enlever les mobylettes, c'est juste une image, hein, enlever les mobylettes à Marrakech et les remplacer par des scooters électriques, etc., qui sont plus propres, moins bruyants, plus économiques. Il ne faut pas être Einstein pour trouver ça. Déjà, on le voit en Asie et tout, et pourquoi pas au Maroc? On a tout ce qu'il faut pour le faire. Maintenant, c'est vrai que je ne désespère pas qu'on puisse former au Maroc, avoir une taille critique d'organismes qui partagent ce dream, ce rêve, et puis un jour voir quelque chose de réel, création d'emplois, avoir justement toute la chaîne, depuis les mines de cobalt dans l'Atlas jusqu'à l'intégration dans une voiture électrique et tout ça. C'est faisable, la technologie est là, la volonté est liée. Le Maroc a beaucoup investi, comme vous savez, dans les énergies renouvelables. Et donc, cet effort-là peut être en complément de cette politique. C'est tout à fait logique, parce que tout le monde sait que le soleil, c'est que le jour, et que la nuit, c'est là où on a besoin d'électricité. Donc, pourquoi pas stocker? Donc, c'est vraiment tout ça, c'est des idées très, très simples. Mais derrière, il y a quand même tout un ensemble de choses qu'il faudrait réunir, des conditions. Et justement atteindre cette taille critique qui fasse que finalement on démarre quelque chose. Et moi je suis très optimiste, je pense qu'en tant que journaliste vous allez peut-être entendre des choses d'ici 6 mois dans ce domaine. Voilà. Mais je ne peux pas vous dire plus malheureusement. Voilà, merci. Y a-t-il d'autres questions?